Bonjour, je m'appelle François-Xavier Lé, je suis étudiant à l'International Academy of Osteopathy et j'ai le plaisir de vous présenter, pour l'obtention du diplôme d'ostéopathie, l'article suivant réalisé avec l'aide de mon promoteur Fabien Laval, ostéopathe DO. Celui-ci s'intitule Durmer, corrélation entre une lésion sacrée et le complexe occiput-atlas-axis, OAA. Selon l'un des grands principes de l'ostéopathie, l'organisme est une unité biologique. Afin que ce principe soit avéré, il faut que chacune de ces structures soit en lien les unes avec les autres. Seuls les fascias mettent en relation toutes les parties de l'organisme. Les membranes de tension réciproque sont responsables de la mobilité crânio-sacrée. Elles permettent, lors de la phase inspiratoire et expiratoire, d'équilibrer les diamètres, ainsi que de contrôler et limiter leurs mouvements. La Durmer, lien central entre le sacrum et l'occiput, nous a fortement interpellés. Autant nous connaissons l'impact d'une traction caudale de la Durmer rachidienne par son insertion sacrée sur l'occiput, mais son effet au niveau cervical est bien moins connu. À son extrémité supérieure, la Durmer s'insère solidement au pourtour du foramen magnum, à la partie postérieure du corps de l'axis et de C3. Elle possède aussi un lien étroit avec le petit droit supérieur de la tête et le ligament nucal. En dessous de la troisième cervicale, jusqu'à la deuxième vertèbre sacrée, la Durmer est attachée au ligament vertébral postérieur par des processus fibreux plus nombreux aux étages cervicaux et lombaires. Les photos présentes sur le diaporama ont été prises lors de la visite de l'exposition Real Bodies à Touré-Taxi. Sur la deuxième, nous apercevons bien les insertions durmériennes au niveau de la deuxième vertèbre sacrée. Une traction caudale de la Durmer, induite par un sacrum en nutation, engendre donc une compression des trois premiers niveaux cervicaux au vu de leur insertion, et donc une diminution de l'amplitude dans les différents plans. Dans le cas contraire, un sacrum en contre-nutation augmente la lordose cervicale et par conséquent en diminue l'amplitude de flexion. L'hypothèse de notre article scientifique est donc que toute traction caudale ou diminution de tension dans la Durmer doivent avoir une incidence significative sur l'amplitude cervicale dans le plan sagittal. L'objectif de l'étude est de savoir si le traitement d'une dysfonction sacrée engendre par l'intermédiaire de la Durmer un gain de mobilité cervicale. Cette étude a été réalisée sur 20 personnes adultes, dont 12 hommes et 8 femmes, qui présentaient tous une dysfonction sacrée unilatérale. Les critères d'exclusion sont les suivants: personne ayant une arthrodèse rachidienne et toute personne présentant une contre-indication ostéopathique relative ou absolue à la zone en question. Pour mettre en évidence les hypomobilités des régions étudiées, nous avons utilisé des tests de mobilité. Au niveau cervical, la distance menton-sternum a été mesurée à l'aide d'un mètre ruban. Le test de flexion assis et d'inclinaison ont permis de déceler toute diminution d'amplitude sacrée. Les hypomobilités sacrées mises en évidence peuvent alors être soignées. Pour ce faire, des manipulations sacrées ont été utilisées. Voici en image la technique pour postérioriser une dysfonction sacrée antérieure sur un sacrum gauche-gauche. L'appui de la main caudale se fait sur l'AIL du côté opposé à postérioriser. La technique d'antériorisation est fortement semblable. L'appui se fait cette fois dans le sulcus du côté à antérioriser. Récapitulons. Premièrement, une mesure de la distance menton-sternum à l'aide d'un mètre ruban est effectuée chez le patient, afin de mettre en évidence une diminution de mobilité cervicale haute dans le plan sagittal. Deuxièmement, les dysfonctions sacrées sont mises en évidence par les tests de flexion assis et d'inclinaison. Ensuite, les hypomobilités sacrées trouvées sont alors corrigées par des manipulations ostéopathiques. Enfin, le probable gain d'amplitude cervicale peut être objectivé par une nouvelle prise de la DMS.
Les résultats obtenus vont être étudiés. Pour ce faire, 2 tests non paramétriques ont été utilisés. Le premier est le test du signe, qui permet au sein d'un seul groupe d'observer une différence positive ou négative avant et après traitement. Le deuxième est le test de Wilcoxon signé. Il permet de tester si la distribution est la même dans chacun des 2 groupes. Dans le graphique ici présent, nous pouvons voir la comparaison des distances menton-sternum avant et après traitement. On peut noter que pour tous les patients, hormis 2, une diminution de la distance menton-sternum a été objectivée. Le patient numéro 16 n'a obtenu aucun résultat, aucune différence post- et pré-traitement, tandis que le numéro 19, lui, a vu sa mesure augmenter. Concernant le test du signe et celui de Wilcoxon signé, une p-value inférieure à 0,05 a été calculée, ce qui nous permet d'objectiver une différence significative et donc de rejeter l'hypothèse H0 et d'affirmer qu'il existe une corrélation entre le sacrum et les cervicales par l'intermédiaire de la dure-mère. L'intention première de cette étude était d'objectiver par une correction sacrée et par l'intermédiaire de la dure-mère un gain d'amplitude de flexion cervicale haute. 90% de la population étudiée a connu une amélioration de la DMS. Seuls 5% n'ont rencontré aucun changement, et les 5 derniers pourcents ont subi une aggravation de celle-ci. Les résultats obtenus ont montré une différence significative avant et après traitement. On peut donc affirmer qu'une amélioration de la mobilité sacrée engendre un gain de mobilité cervicale en flexion. Il est certain que la dure-mère, ou lien central entre l'occiput et le sacrum, a une incidence sur l'amélioration de la mobilité cervicale. Mais beaucoup d'autres structures peuvent intervenir, telles que les fascias viscéraux, le relâchement des tensions du petit bassin ou tous les effets neurovégétatifs associés. Ensuite, les manipulations effectuées doivent être très précises et ne doivent concerner que l'articulation étudiée. Aucune méthode ne permet à ce jour de préciser avec certitude quelle articulation a été traitée. Néanmoins, un test de flexion assis est réexécuté après chaque manipulation afin d'objectiver un gain de mobilité. Toutefois, celui-ci demeure fort subjectif et compliqué à réaliser. De plus, lors du calcul de la DMS, beaucoup d'indications doivent être prises en compte et il est compliqué pour les patients de bien les respecter pour que la mesure reste cohérente. Ce test n'est sans doute pas le plus fidèle, mais il reste objectif. Le test de flexion assis et d'inclinaison sacrée restent tous deux fort subjectifs et thérapeute dépendants. Le nombre de patients étant fortement limité, une étude sur un échantillon plus étendu serait préférable afin de renforcer notre décision. On peut conclure qu'une augmentation de la mobilité sacrée par une manipulation engendre un gain de mobilité cervicale par l'intermédiaire de la dure-mère. Toutefois, d'autres structures entrent en compte et permettent ce gain d'amplitude. Il est donc impératif, lors d'un traitement cervical, de ne pas se focaliser uniquement sur cette région, mais bien de prendre les autres parties du corps en considération, particulièrement les fascias, si souvent oubliés. Merci de m'avoir écouté et d'être resté attentif tout au long de cette présentation.